Ses arguments sont convaincants. Alexandre Morin-Villouellette. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Tous les yeux vont être braqués aujourd'hui auprès des observateurs internationaux de politique américaine vers les tribunaux où M. Trump pourrait être inculpé officiellement cet après-midi. The greatest witch hunt of all time. La plus grande chasse aux sorcières, comme dirait M. Trump, semble se poursuivre. Ben voilà, écoute, on n'attend pas M. Trump au tribunal avant 16 heures. Donc, on s'en va vraiment vers la fin de la journée. Juste à temps, par contre, pour les nouvelles, le bulletin de 17 heures ou de 18 heures selon les régions. Ce sera intéressant, bien sûr, de voir comment tout ça va se dérouler. Normalement, ça va ressembler à ce qu'on a déjà vu dans les causes précédentes. Donc, ni plus ni moins, ça devrait pas être particulièrement long. Ce qui est intéressant de suivre depuis hier, depuis que la nouvelle est tombée, c'est à quel point à Washington, on tente de rassurer les gens sur la sécurité qu'il y aura. Et on a déployé de grands moyens. Donc, on dit, écoutez, Washington, depuis le 6 janvier, s'est doté de moyens puis de personnel, donc en quantité accrue. Il y a, dans les dernières manifestations, souvent eu plus de représentants des forces de l'ordre, de policiers, qu'il y a pu y avoir de manifestants. On a également scruté tout ce qu'il y a en ligne, tout ce qui est chat group, tout ce qui est groupe de discussion pour des gens associés de près ou de loin à l'extrême droite. Et d'après ce qu'on relève, il n'y a pas grand monde intéressé à se rendre à Washington massivement. On a bien noté qu'il y avait eu plus de 1000 procès en lien avec le 6 janvier 2021. On a bien remarqué les nombreuses condamnations, certaines très sévères. On a beau croire que Trump peut avoir raison, on a beau vouloir l'appuyer, reste que de payer le prix de sa liberté. Ça semble en avoir découragé ou refroidi quelques-uns. Donc, on est sur un pied d'alerte à Washington. Puis, on le sait déjà, du côté de la Géorgie, depuis vendredi dernier, on a commencé à établir ce périmètre de sécurité parce que les prochaines accusations vont provenir de là. C'est une question de jours, je pense plus que de semaines. Là, au plus tard, on irait vers la mi-août. Donc, ça ne va pas dérougir ni dans l'actualité, ni du côté du travail des forces de l'ordre et des responsables de la sécurité. Puis là, pendant ce temps-là, que les accusations se multiplient contre M. Trump, il y a de ses anciens collaborateurs qui commencent à ouvrir leur trappe, en bon québécois, qui commencent à parler avec des termes pas mal moins élogieux là, de M. Trump. On pense entre autres à Mike Pence puis à son ancien Attorney General, Bill Barr. C'est intéressant aussi le genre de déclaration parce qu'on vise les autres républicains quand on s'exprime de la sorte. Bill Barr, personne ne va lui accoler l'étiquette de woke ou de mou ou de démocrate. C'est un républicain pur et dur qui a protégé autant qu'il le pouvait, même parfois au-delà du raisonnable, à mon humble avis, Donald Trump. Dans le cas de Mike Pence, M. Pence, il a toujours tenté de ménager la chèvre et le chou depuis le début, même si on se souvient de ce fameux slogan des manifestants, pendons Mike Pence, hang Mike Pence. Il avait craint pour sa sécurité, puis on avait dû, sa famille et lui, leur trouver un refuge au Capitole lors de l'attaque. Alors, M. Pence, qui habituellement dit, écoutez, avec Trump, on a fait du bon travail, mais à la fin, on s'entendait plus. C'est assez poli, je trouve, réservé, un peu même mou pour contester les critiques très dures que son patron, lui, a pas hésité à exprimer. Alors, M. Pence a dit, avec la gravité des accusations, il s'agit de lire, c'est pas tout le monde qui a le temps ou qui a envie d'aller lire ça, mais une fois de plus, si on va lire, comme dans le cas des documents secrets, si on va lire l'entièreté de l'acte d'accusation déposé par Jack Smith contre Donald Trump, écoute, c'est fou ce qu'il y a là-dedans. C'est très difficile d'imaginer que Trump n'est pas cuit au plan judiciaire, juridique, au moment où on se parle. Alors, Mike Pence s'est distancié pour une rare fois de ce que son patron a fait, clairement, et il a carrément dit « J'ai refusé d'obéir à ces avocats fous ». Donc, il a parlé, j'ai pas tout à fait d'équivalent en français, il a parlé de crackpot lawyers. Donc, c'est l'expression qu'il a utilisée, déjanté, fou, crackpot en français. Parfois, Ouais. on va dire, on va échapper dans le discours populaire l'expression crackpot aussi. En tout cas, en anglais, c'est ce qu'il a utilisé pour les décrire. Du côté de William Barr,
M. Barr est de ceux qui avaient dit à Donald Trump, on n'a rien trouvé, M. Trump, après l'élection 2020. Ce qu'on vous rapporte ou ce que vous faites circuler, ça ne tient pas la route. Décrochez de ça. Concédez la victoire. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et là, hier, William Barr a dit aux autres républicains, aux élus, parce qu'il y en a encore un certain nombre qui l'appuient, de plus en plus avec des nuances dans le propos. Mais il y en a qui se taisent de plus en plus ou qui se dissocient, comme Mike Pence. William Barr a carrément dit « Éloignez-vous du carnage Trump ». La loyauté aux yeux de Donald Trump, c'est un one-way deal, c'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'à sens unique. Il ne va pas vous retourner votre loyauté. Si vous continuez, vous, à l'appuyer, ben, vous le faites à vos propres risques et vous risquez d'être emporté par la tornade. Donc, je répète, William Barr a peut-être intérêt à le faire, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui, avant de travailler avec Donald Trump, on peut apprécier ou pas au plan idéologique, mais c'est quelqu'un qui avait une bonne réputation. C'est quelqu'un qui était solide. Alors, il a intérêt aussi à se refaire, pas une virginité, ce serait beaucoup exigé dans le cas de William Barr, mais il a intérêt à bien démontrer qu'il applique toujours la loi puis qu'il l'interprète, même si c'est avec une idéologie un peu plus conservatrice. Il y a rien de mal là-dedans, mais il a intérêt aussi à refaire un peu son image. Oui, il est même allé à CNN donner toute une entrevue de ce que je comprends. Il a dit Trump ne devrait être nulle part proche du bureau ovale. Carnage dans son sillage. Ouais, c'est vraiment des termes qui sont un peu plus durs aussi au moment où il y a des républicains qui continuent, eux, à se taire ou même à l'appuyer doucement. Ben écoute, à regarder aussi, je terminerai là-dessus, du côté du Sénat américain. Il y en a qui osent parler, mais l'identité de ceux qui parlent, c'est pas étonnant. Si on parle de Lisa Murkowski, la sénatrice, ou si on parle de Mitt Romney, ce sont déjà des gens qui avaient voté pour la destitution de Donald Trump dans un des deux procès en destitution. Donc, il y en a qui osent parler puis qui disent, vous voyez, on l'avait dit à l'époque, les preuves étaient accablantes, on ne peut que le répéter maintenant puis aller encore plus loin. Mais c'est étonnant que des gens comme Mitch McConnell et de nombreux sénateurs choisissent de rien dire. Alors qu'avant, on allait quand même prendre la défense, même à demi-mot, même gentiment, de manière calme. Là, on a carrément choisi la voie du silence. Mais ça en dit long aussi sur les divisions au sein des troupes républicaines. Oui, ça, c'est peut-être pas bon là, à l'aube d'une prochaine élection présidentielle. Parlant des anciens collaborateurs de M. Trump, là, je sais que c'était pas dans tes sujets aujourd'hui, Luc, mais j'avais envie de te lancer et de te rapporter des informations qui sont sorties dans le Rolling Stone magazine, entre autres sur Rudy Giuliani. On s'en souvient, l'ancien maire de New York, ancien avocat de M. Trump qui a perdu du galon, perdu sa licence même de droit après toutes sortes de folichonneries, je vais le dire comme ça, hein, toutes sortes d'inepties dans les dernières années. Et là, en ce moment, lui est poursuivi. Là, je vais expliquer les faits, puis je te laisse commenter, Luc, parce que je veux t'entendre là-dessus. Rudy Giuliani, en ce moment, est accusé d'harcèlement sexuel par une ancienne membre de son équipe politique, Noelle Dunphy. Puis cette femme-là, dans tout ça, rapporte des allégations, entre autres, de s'être saoulé au travail, d'avoir montré ses organes génitaux, d'avoir demandé des faveurs sexuelles, d'avoir fait toutes sortes de remarques aussi complètement déplacées dans le cadre de son travail, sexistes et racistes. Et là, semble-t-il qu'on ait donné des enregistrements audio de M. Giuliani, qui était soit en état d'ébriété ou non, puis qui rapporte, je te résume rapidement certains audios qu'on a pu entendre. Il dit entre autres que les hommes juifs ont des très petits pénis parce qu'ils ne peuvent pas les utiliser quand ils sont mariés, contrairement aux Italiens comme lui-même qui peuvent les utiliser toute leur vie et donc ça augmente. Parler de la religion juive comme quoi il devait se remettre là, de la mer Rouge séparée puis de Moïse, que ça faisait 3000 ans puis que c'était assez. Il a dit de Matt Damon que c'était un fag, donc le mot en F, là, fif là, en français, donc une insulte là, à caractère homophobe. Aussi parler de son aide de camp, on entendrait là, viens ici, toi avec tes gros seins m'appartiennent, donne-moi-les, je les veux, etc., etc., etc. C'est toujours pas élogieux, hein, pour M. Giuliani? Écoute, je peux pas faire autrement, te répéter le terme juif au moins 3 fois, on vient de condamner à mort l'individu qui avait ouvert le feu dans une synagogue. Comme synchronisme d'histoire, ce que rapporte le Rolling Stone ne peut pas être pire. On parle justement de la discrimination à l'endroit des Juifs victimes de crimes haineux aux États-Unis
Et là, on rajoute par-dessus ça Giuliani avec des propos qui, à l'endroit des femmes, là, ça c'est clair, on va y revenir aussi, mais à l'endroit des Juifs, sont rien de moins qu'odieux. Oui. Monsieur Giuliani, on en parlait moins. D'abord, on nous accuse parfois de nous acharner, mais deux, il faut que ça rejoigne des sujets qui ont une retombée pertinente dans l'actualité. Mais les problèmes personnels de Giuliani, ils sont connus. On a parlé de prostitution, on a parlé d'abus d'alcool. Il y a une foule de rumeurs ou de confidences qui avaient été rapportées sur le fait qu'il a littéralement dérapé. Emporté probablement par un besoin, par une avidité à nul autre pareil, celui qu'on a déjà appelé le maire de l'Amérique, il a perdu toute crédibilité et pire, au plan personnel, il s'enfonce. Et ça peut expliquer pourquoi il a collé autant à Donald Trump, mais pourquoi lui, je parlais de loyauté tout à l'heure, il va être entraîné. Là. Quand on va enlever le bouchon du bain, il va passer dans le drain avec les autres, M. Giuliani. Donc, ce que le Rolling Stone rapporte et ce que cette plainte vient confirmer, c'est ce qu'on entend ou ce qu'on lit depuis, malheureusement, plusieurs années sur Rudy Giuliani. Ça donne aussi, pour ceux qui ont l'impression qu'on s'acharne sur Trump et son équipe, ça vient valider un peu tout ce qu'on raconte. Giuliani est allé devant les tribunaux et il a fait rire de lui. Il y a des juges qui ont dit, écoutez, revenez nous voir quand vous aurez quelque chose de sérieux. Des juges, parce qu'aux États-Unis, c'est important de le préciser, des juges qui avaient été nommés par des républicains. Donc, on ne peut pas les accuser, en tout cas, de biais démocrates ou de biais progressistes. Et on n'a même pas voulu entendre Giuliani. On a dit, c'est folichon, tu as utilisé cette expression-là, on a dit, c'est folichon, revenez quand vous serez sérieux, revenez quand vous aurez du solide. Alors, parfois, il n'a même pas franchi la porte du tribunal parce que c'était stupide et absurde. L'idée ou la logique de Giuliani là-dedans, c'était, lançons des choses sur le mur, là, puis il y a peut-être quelque chose qui va coller à un moment donné. Mais il est impliqué dans beaucoup des 60 causes qui s'étaient rendues devant les tribunaux et qui, dans la plupart du temps, ont été balayées du revers de la main. Suivez-le bien, Giuliani, dans les événements de Washington, dans le procès sur le 6 janvier, mais suivez-le aussi. D'ailleurs, il fait partie des 6 complotistes auxquels on a associé Donald Trump dans l'accusation. Et suivez-le en Géorgie aussi, dans la cause qui va finir par aboutir à des accusations. Vous allez le retrouver tout le temps. Il est omniprésent et écoute rarement dans quelque chose de propre au sens solide ou au sens légitime. Puis on parle même pas de ses séjours sur la scène internationale où on l'a coincé à magouiller à gauche et à droite. On parle de ses partenaires d'affaires aussi. Donc, écoute, c'est une chute. Si on parle de chute dramatique, d'ailleurs, il a eu droit à son propre documentaire. Je crois que c'était sur Netflix que ça a circulé. Mais rarement, on a vu une chute aussi vertigineuse de la part d'un politicien. Le 11 septembre 2001, dans les semaines qui ont suivi, on le voyait président des États-Unis. Il s'est essayé à la présidence avant d'échouer lamentablement. Et ensuite, que des déconvenus, que des controverses, ou dans certains cas, on va le voir, potentiellement des crimes. Oui, ça va être à suivre là, pour ce procès-là aussi. Mais merci d'avoir analysé ça avec nous, Luc, parce que je trouve ça, même si c'est un être un peu pathétique en ce moment, mais je trouve ça intéressant de voir justement le parcours là, en dents d'ici de ce personnage-là. Bon, arrêtons de nous acharner sur Trump. Allons nous acharner sur Biden. Il a soupé avec Barack Obama. Sur Biden, parce que là, c'est comme double sujet Biden. Il a reçu non seulement des mauvaises nouvelles, mais en plus, il a reçu M. Obama à venir manger à la Maison-Blanche. Puis là, il s'est fait mettre en garde, encore une fois, contre M. Trump. Voilà, donc on avait exagéré un peu l'espèce de bromance qu'il y avait entre le vice-président et le président. C'était pas Biden et Obama des amis intimes. Ils ont appris à travailler ensemble, puis ils ont développé une belle complicité. Mais Obama est pas le plus grand fan de Joe Biden. D'ailleurs, Obama avait dit que Biden ne devrait pas se présenter à la dernière élection. Maintenant, Obama est un démocrate et un peu comme on unit les démocrates autour de Trump pour éviter qu'il ne revienne, Obama a garanti à la Maison-Blanche puis a garanti à l'équipe de campagne de Biden qu'il ferait tout en son pouvoir sur la campaign trail pendant le parcours électoral. Il ferait tout ce qu'il peut pour faire sortir le vote. Il multiplierait les apparitions. Parce que, contrairement à Biden, Obama jouit encore d'une belle cote de popularité si on regarde l'ensemble de la population américaine. Donc, pendant ce souper, il a pris la peine de le rassurer là-dessus. Mais en même temps, il a dit, écoute, tu sembles souhaiter avoir Donald Trump comme adversaire
Et j'étais content parce que j'ai écrit un peu ça hier dans le journal. Il lui a rappelé que Trump pouvait encore gagner. Et c'est ce que j'écrivais hier. Malgré tout ce qui circule, la politique américaine dans l'état actuel des choses, puis comment on calcule les votes aux élections avec le collège électoral, c'est tellement polarisé que Trump peut encore l'emporter. Alors Obama a mis en garde Joe Biden contre ça en disant « Fais bien attention à ce que tu souhaites, tu pourrais l'obtenir. Tu pourrais avoir Donald Trump comme adversaire, puis peu importe ce qu'on en pense tous les deux, il est coriace, Donald Trump. » Si on n'a pas appris ça après 6-7 ans de couverture médiatique de Donald Trump, ben écoute, c'est le moment de la retraite pour tout le monde. Il est effectivement coriace, il ne reculera devant rien. Et s'il y a une faille à exploiter, Trump, il va l'exploiter. Donc, Obama l'a mis en garde. Les démêlés devant les tribunaux de Donald Trump servent aussi Biden d'une certaine façon, et c'est la mauvaise nouvelle que tu évoquais. D'abord, on parlait hier ou avant-hier du cas d'Hunter Biden, dont oui. On a dit « Oups », finalement, son père a parlé à ses contacts d'affaires. Et ça peut pas être rien d'autre que « Qu'est-ce que ça regarde mal? » Et l'autre chose que ça permet d'étouffer un peu comme mauvaise nouvelle, c'est la maison Fitch, qui est une de ces maisons qui accorde des cotes de crédit. Le Canada, par exemple, a une excellente cote de crédit. Donc, quand on se pose des questions sur la gestion de la dette, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur l'importance de la dette ou la gestion, mais le Canada est encore en bonne posture. Quand on regarde les États-Unis, ben on a vu qu'il y avait eu des démêlés au plan budgétaire. On a vu que le budget des États-Unis, le déficit était particulièrement important. Mais l'administration Biden pensait avoir assez fait dans ses rencontres avec des représentants de la maison Fitch pour que ça n'affecte pas la cote de crédit des États-Unis. Et contre toute attente, au sein de la Maison-Blanche, la maison Fitch est allée de l'avant et on a baissé la cote de crédit des États-Unis. Quand on regarde l'importance de la cote, ça aide entre autres à fixer les taux d'intérêt sur l'argent qu'on emprunte et sur le remboursement de la dette. Quand on connaît l'ampleur de la dette américaine, c'est énorme d'être décoté. Ça veut dire donc qu'il y a une perte de confiance à l'endroit de l'économie américaine, puis qu'on pense pas du budget, en tout cas de la dette américaine, puis qu'on pense pas qu'il y ait à très court terme de solutions viables. Et Biden paye bien sûr pour sa propre gestion, mais il paye aussi pour la polarisation. Quand j'insiste souvent dans mes analyses de la politique américaine pour dire faut se débarrasser de certains extrémistes, je le fais comme Canadien. On est en relation avec les États-Unis, on dépend économiquement des États-Unis. Tout ce qui est instable au plan économique, pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Et actuellement, au Congrès, ce sont les extrémistes, ceux qu'on appelle les MAGA à la Chambre des représentants, qui compliquent le travail. Donc, Fitch a considéré ça aussi quand est venu le temps de baisser la cote des États-Unis. Ce qu'on a dit, c'est, regardez ce qu'il y a au Congrès. C'est quoi les chances que vous vous entendiez encore une fois sur un budget ou sur le plafond de la dette? Elle est où, votre stabilité? Et ça ne veut pas dire qu'on est contre le changement, mais au plan économique, habituellement, on vise la stabilité. N'importe qui place un peu d'argent ou qui a des avoirs ou qui regarde l'économie canadienne et québécoise, ce qu'on espère, c'est que les États-Unis vont, soit ça va bien aller, soit au moins ça va rester stable. La polarisation politique actuelle, la présence d'extrémistes autour de la table, c'est instable. Et c'est ce que vient de manifester Fitch en disant, baisse votre cote de crédit. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle pour Biden en plus qui compte jouer sur des chiffres économiques qui l'aventagent pour la prochaine élection. Vraiment? C'est sûr que ça vient mettre une certaine ombre au tableau. Écoute, on va se laisser là-dessus, Luc La Liberté. Merci beaucoup d'avoir été là. On se parle demain, bye.